Le vicomte de Bragelonne, partie 52, chapitre 221, Colbert. L'histoire nous dira, ou plutôt l'histoire nous a dit les événements du lendemain, les fêtes splendides données par le surintendant à son roi. Deux grands écrivains ont constaté la grande dispute qu'il y eut entre la cascade et la gerbe d'eau, la lutte engagée entre la fontaine de la couronne et les animaux, pour savoir à qui plairait davantage. Il y eut donc le lendemain divertissement et joie. Il y eut promenade, repas, comédie dans laquelle, à sa grande surprise, Porthos reconnut M. Coquelin de Volière, jouant dans la farce des fâcheux. C'est ainsi qu'appelait ce divertissement M. de Bracieux de Pierrefonds. La Fontaine n'en jugeait pas de même. Sans doute, lui qui écrivait à son ami M. Maucroux, « C'est un ouvrage de Molière. Cet écrivain, par sa manière, charme à présent toute la cour. De la façon que son nom court, il doit être par-delà Rome. J'en suis ravi, car c'est un homme. » On voit que La Fontaine avait profité de la vie de Pélisson et avait soigné la rime. Au reste, Porthos était de l'avis de La Fontaine, et il eût dit comme lui « Par Dieu, ce Molière est mon homme, mais seulement pour les habits. » À l'endroit du théâtre, nous l'avons dit, pour M. de Bracieux de Pierrefonds, Molière n'était qu'un farceur. Mais préoccupé par la scène de la veille, mais cuvant le poison versé par Colbert, le roi, pendant toute cette journée si brillante, si accidentée, si imprévue, où toutes les merveilles des 1001 nuits semblaient naître sous ses pas, le roi se montra froid, réservé, taciturne. Rien ne put le dérider. On sentait qu'un profond ressentiment venant de loin, accru peu à peu comme la source qui devient rivière, grâce aux 1000 filets d'eau qui l'alimentent, tremblait au plus profond de son âme. Vers midi seulement, il commença à reprendre un peu de sérénité. Sans doute, sa résolution était arrêtée. Aramis, qui le suivait pas à pas, dans sa pensée comme dans sa marche, Aramis conclut que l'événement qui l'attendait ne se ferait pas attendre. Cette fois, Colbert semblait marcher de concert avec l'évêque de Vannes, et eût-il reçu pour chaque aiguille dont il piquait le cœur du roi un mot d'ordre d'Aramis, qu'il n'eût pas fait mieux. Toute cette journée, le roi qui avait sans doute besoin d'écarter une pensée sombre, le roi parut rechercher aussi activement la société de la Vallière qu'il mit d'empressement à fuir celle de M. Colbert ou celle de M. Fouquet. Le soir vint. Le roi avait désiré ne se promener qu'après le jeu. Entre le souper et la promenade, on joua donc. Le roi gagna 1000 pistoles et, les ayant gagnés, les mit dans sa poche et se leva en disant « Allons, messieurs, au parc !» Il y trouva les dames. Le roi avait gagné 1000 pistoles et les avait empochées, avons-nous dit. Mais M. Fouquet avait su en perdre 10 000. De sorte que, parmi les courtisans, il y avait encore 190 000 livres de bénéfices. Circonstance qui faisait des visages des courtisans et des officiers de la maison du roi les visages les plus joyeux de la terre. Il n'en était pas de même du visage du roi, sur lequel, malgré ce gain auquel il n'était pas insensible, demeurait toujours un lambeau de nuages. Au coin d'une allée, Colbert l'attendait. Sans doute, l'intendant se trouvait là en vertu d'un rendez-vous donné, car Louis XIV, qui l'avait évité, lui fit un signe et s'enfonça avec lui dans le parc. Mais la Vallière aussi avait vu ce front sombre et ce regard flamboyant du roi. Elle l'avait vu, et comme rien de ce qui couvait dans cette âme n'était impénétrable à son amour, elle avait compris que cette colère comprimée menaçait quelqu'un. Elle se tenait sur le chemin de vengeance comme l'ange de la miséricorde. Toute triste, toute confuse, à demi folle d'avoir été si longtemps séparée de son amant, inquiète de cette émotion intérieure qu'elle avait devinée,
Elle se montra d'abord au roi avec un aspect embarrassé que, dans sa mauvaise disposition d'esprit, le roi interpréta défavorablement. Alors, comme ils étaient seuls ou à peu près seuls, attendu que Colbert, en apercevant la jeune fille, s'était respectueusement arrêté et se tenait à 10 pas de distance, le roi s'approcha de la Vallière et lui prit la main. « Mademoiselle, lui dit-il, puis-je, sans indiscrétion, vous demander ce que vous avez ? Votre poitrine paraît gonflée, vos yeux sont humides. »« Oh, sire, si ma poitrine est gonflée, si mes yeux sont humides, si je suis triste enfin, c'est de la tristesse de votre majesté. »« Ma tristesse ? Oh, vous voyez mal, mademoiselle. Non, ce n'est point de la tristesse que j'éprouve. »« Et qu'éprouvez-vous, sire ? » ?»« De l'humiliation. »« De l'humiliation ? Oh, que dites-vous là ? » ?»« Je dis, mademoiselle, que, là où je suis, nul autre ne devrait être le maître. Eh bien, regardez, si je ne m'éclipse pas, moi, le roi de France, devant le roi de ce domaine. Oh, continua-t-il en serrant les dents et le poing. Oh, et quand je pense que ce roi... Après, dit la Vallière effrayée, que ce roi est un serviteur infidèle qui se fait orgueilleux avec mon bien volé. Aussi, je vais lui changer à cet impudent ministre sa fête en deuil dont la nymphe de veau, comme disent ces poètes, gardera longtemps le souvenir. Oh, votre majesté ! Eh bien, mademoiselle, allez-vous prendre le parti de monsieur Fouquet ? Fit Louis XIV avec impatience. Non, sire, je vous demanderai seulement si vous êtes bien renseigné. Votre majesté, plus d'une fois, a appris à connaître la valeur des accusations de cour. Louis XIV fit signe à Colbert de s'approcher. « Parlez, monsieur Colbert, » dit le jeune prince, « car, en vérité, je crois que voilà mademoiselle de la Vallière qui a besoin de votre parole pour croire à la parole du roi. Dites à mademoiselle ce qu'a fait monsieur Fouquet. Et vous, mademoiselle, oh, ce ne sera pas long, ayez la bonté d'écouter, je vous prie. » Pourquoi Louis XIV insistait-il ainsi ? Chose toute simple, son cœur n'était pas tranquille, son esprit n'était pas bien convaincu. Il devinait quelque menée sombre, obscure, tortueuse sous cette histoire des 13 millions, et il eût voulu que le cœur pur de la Vallière, révolté à l'idée d'un vol, approuvât d'un seul mot cette résolution qu'il avait prise et que néanmoins il hésitait à mettre à exécution. « Parlez, monsieur, » dit la Vallière à Colbert qui s'était avancé. « Parlez, puisque le roi veut que je vous écoute. Voyons, dites, quel est le crime de monsieur Fouquet ? » « Oh, pas bien grave, mademoiselle, » dit le noir personnage. « Un simple abus de confiance. »« Dites, dites, Colbert, et quand vous aurez dit, laissez-nous et allez avertir monsieur d'Artagnan que j'ai des ordres à lui donner. »« Monsieur d'Artagnan » s'écria la Vallière. « Et pourquoi faire avertir monsieur d'Artagnan, sire ? Je vous supplie de me le dire. »« Pardieu, pour arrêter ce titan orgueilleux qui, fidèle à sa devise, menace d'escalader mon ciel. »« Arrêter monsieur Fouquet, dites-vous ? » ?»« Ah, cela vous étonne. »« Chez lui ? » ?»« Pourquoi pas ? S'il est coupable, il est coupable chez lui comme ailleurs. »« Monsieur Fouquet, qui se ruine en ce moment pour faire honneur à son roi ? » ?»« Je crois, en vérité, que vous défendez ce traître, mademoiselle. » Colbert se mit à rire tout bas. Le roi se retourna au sifflement de ce rire. « Sire, dit la Vallière, ce n'est pas monsieur Fouquet que je défends, c'est vous-même. »« Moi-même ? Vous me défendez ? » ?»« Sire, vous vous déshonorez en donnant un pareil ordre. »« Me déshonorer ? » murmura le roi, blêmissant de colère. « En vérité, mademoiselle, vous mettez, à ce que vous dites, une étrange passion. »« Je mets de la passion non pas à ce que je dis, sire, mais à servir votre majesté, » répondit la noble jeune fille. « J'y mettrais, s'il le fallait, ma vie, et cela avec la même passion, sire. » Colbert voulut grommeler. Alors la Vallière, ce doux agneau, se redressa contre lui et, d'un œil enflammé, lui imposa silence. « Monsieur, dit-elle, quand le roi agit bien,
Si le roi fait tort à moi ou au mien, je me tais. Mais le roi me servit-il, moi ou ceux que j'aime? Si le roi agit mal, je le lui dis. Mais il me semble, mademoiselle, hasarda Colbert, que moi aussi j'aime le roi. Oui, monsieur, nous l'aimons tous deux, chacun à sa manière, répliqua la Vallière avec un tel accent que le cœur du jeune roi en fut pénétré. Seulement je l'aime, moi, si fortement que tout le monde le sait, si purement que le roi lui-même ne doute pas de mon amour. Il est mon roi et mon maître. Je suis son humble servante, mais quiconque touche à son honneur touche à ma vie. Or, je répète que cela déshonore le roi qui lui conseille de faire arrêter M. Fouquet chez lui. Colbert baissa la tête, car il se sentait abandonné par le roi. Cependant, tout en baissant la tête, il murmura. « Mademoiselle, je n'aurai qu'un mot à dire. » « Ne le dites pas, ce mot, monsieur, car ce mot, je ne l'écouterai point. Que me diriez-vous, d'ailleurs? Que M. Fouquet a commis des crimes? Je le sais, parce que le roi l'a dit, et du moment que le roi a dit « je crois », je n'ai pas besoin qu'une autre bouche dise « j'affirme ». Mais M. Fouquet, fût-il le dernier des hommes, je le dis hautement, M. Fouquet est sacré au roi, parce que le roi est son hôte. Sa maison fut-elle un repère? Vaux fut-il une caverne de faux monnayeurs ou de bandits? Sa maison est sainte, son château est inviolable. Puisqu'il y loge sa femme, et c'est un lieu d'asile que des bourreaux ne violeraient pas. La Vallière se tut. Malgré lui, le roi l'admirait. Il fut vaincu par la chaleur de cette voix, par la noblesse de cette cause. Colbert, lui, ployait, écrasé par l'inégalité de cette lutte. Enfin, le roi respira, secoua la tête et tendit la main à la Vallière. « Mademoiselle, dit-il avec douceur, pourquoi parlez-vous contre moi? Savez-vous ce que fera ce misérable si je le laisse respirer? Oh, mon Dieu, n'est-ce pas une proie qui vous appartiendra toujours? Et s'il échappe, s'il fuit, s'écria Colbert. Eh bien, monsieur, ce sera la gloire éternelle du roi d'avoir laissé fuir monsieur Fouquet, et plus il aura été coupable, plus la gloire du roi sera grande, comparée à cette misère, à cette honte. Louis baisa la main de la Vallière, tout en se laissant glisser à ses genoux. Je suis perdu, pensa Colbert. Puis tout à coup sa figure s'éclaira. Oh non, non, pas encore, se dit-il. Et tandis que le roi, protégé par l'épaisseur d'un énorme tilleul, étreignait la Vallière avec toute l'ardeur d'un ineffable amour, Colbert fouilla tranquillement dans son garde-notes, d'où il tira un papier plié en forme de lettre, papier un peu jaune peut-être, mais qui devait être bien précieux, puisque l'intendant sourit en le regardant. Puis il reporta son regard haineux sur le groupe charmant que dessinaient dans l'ombre la jeune fille et le roi, groupe que venait éclairer la lueur des flambeaux qui s'approchaient. Louis vit la lueur de ces flambeaux se refléter sur la robe blanche de la Vallière. « Pars, Louise, lui dit-il, car voilà que l'on vient. »« Mademoiselle, mademoiselle, on vient, » ajouta Colbert pour hâter le départ de la jeune fille. Louise disparut rapidement entre les arbres. Puis, comme le roi, qui s'était mis aux genoux de la jeune fille, se relevait, « Ah, mademoiselle de la Vallière a laissé tomber quelque chose, » dit Colbert. « Quoi donc » demanda le roi. « Un papier, une lettre, quelque chose de blanc. Voyez, là, sire. » Le roi se baissa vite et ramassa la lettre en la froissant. En ce moment, les flambeaux arrivèrent, inondant de jour cette scène obscure. Chapitre 222. Jalousie. Cette vraie lumière, cet empressement de tous, cette nouvelle ovation faite au roi par Fouquet, vinrent suspendre l'effet d'une résolution que la Vallière avait déjà bien ébranlée dans le cœur de Louis XIV. Il regarda Fouquet avec une sorte de reconnaissance pour lui, de ce qu'il avait fourni à la Vallière l'occasion de se montrer si généreuse, si fort puissante sur son cœur. C'était le moment des dernières merveilles.
à peine Fouquet eut-il emmené le roi vers le château, qu'une masse de feu, s'échappant avec un grondement majestueux du dôme de Vaux, éblouissante aurore, vint éclairer jusqu'au moindre détail des parterres. Le feu d'artifice commençait. Colbert, à 20 pas du roi, que les maîtres de veau entouraient et fêtaient, cherchait par l'obstination de sa pensée funeste à ramener l'attention de Louis sur des idées que la magnificence du spectacle éloignait déjà trop. Tout à coup, au moment de l'attendre à Fouquet, le roi sentit dans sa main ce papier que, selon toute apparence, la Vallière, en fuyant, avait laissé tomber à ses pieds. L'aimant le plus fort de la pensée d'amour entraînait le jeune prince vers le souvenir de sa maîtresse. Aux lueurs de ce feu, toujours croissant en beauté et qui faisait pousser des cris d'admiration dans les villages d'alentour, le roi lut le billet, qu'il supposait être une lettre d'amour destinée à lui par la Vallière. À mesure qu'il lisait, la pâleur montait à son visage, et cette sourde colère, illuminée par ces feux de 1000 couleurs, faisait un spectacle terrible dont tout le monde eût frémi si chacun avait pu lire dans ce cœur ravagé par les plus sinistres passions. Pour lui, plus de trêve dans la jalousie et la rage. À partir du moment où il eut découvert la sombre vérité, tout disparut, pitié, douceur, religion de l'hospitalité. Peu s'en fallut que, dans la douleur aiguë qui tordait son cœur, encore trop faible pour dissimuler la souffrance, peu s'en fallut qu'il ne poussât un cri d'alarme et qu'il n'appelât ses gardes autour de lui. Cette lettre, jetée sur les pas du roi par Colbert, on l'a déjà devinée. C'était celle qui avait disparu avec le grison Tobie à Fontainebleau, après la tentative faite par Fouquet sur le cœur de la Vallière. Fouquet voyait la pâleur et ne devinait point le mal. Colbert voyait la colère et se réjouissait à l'approche de l'orage. La voix de Fouquet tira le jeune prince de sa farouche rêverie. « Qu'avez-vous, sire » demanda gracieusement le surintendant. Louis fit un effort sur lui-même, un violent effort. « Rien, dit-il. J'ai peur que votre majesté ne souffre. Je souffre, en effet, je vous l'ai déjà dit, monsieur, mais ce n'est rien. » Et le roi, sans attendre la fin du feu d'artifice, se dirigea vers le château. Fouquet accompagna le roi, tout le monde suivit derrière eux. Les dernières fusées brûlèrent tristement pour elles seules. Le surintendant essaya de questionner encore Louis XIV, mais n'obtint aucune réponse. Il supposa qu'il y avait eu querelle entre Louis et la Vallière dans le parc, que brouille en était résulté, que le roi, peu boudeur de sa nature, mais tout dévoué à sa rage d'amour, prenait le monde en haine depuis que sa maîtresse le boudait. Cette idée suffit à le rassurer. Il eut même un sourire amical et consolant pour le jeune roi quand celui-ci lui souhaita le bonsoir. Ce n'était pas tout pour le roi. Il fallait subir le service. Ce service du soir se devait faire en grande étiquette. Le lendemain était le jour du départ. Il fallait bien que les hôtes remerciassent leur hôte et lui donnassent une politesse pour ses 12 millions. La seule chose que Louis trouva d'aimable pour Fouquet en le congédiant, ce furent ces paroles. « Monsieur Fouquet, vous saurez de mes nouvelles. Faites, je vous prie, venir ici, monsieur d'Artagnan. » Et le sang de Louis XIII, qui avait tant dissimulé, bouillait alors dans ses veines, et il était tout prêt à faire égorger Fouquet, comme son prédécesseur avait fait assassiner le maréchal d'Ancre. Aussi déguisa-t-il l'affreuse résolution sous un de ces sourires royaux qui sont les éclairs des coups d'État. Fouquet prit la main du roi et la baisa. Louis frissonna de tout son corps, mais laissa toucher sa main aux lèvres de M. Fouquet. 5 minutes après, d'Artagnan, auquel on avait transmis l'ordre royal, entrait dans la chambre de Louis XIV. Aramis et Philippe étaient dans la leur, toujours attentifs, toujours écoutants. Le roi ne laissa pas au capitaine de ses mousquetaires le temps d'arriver jusqu'à son fauteuil. Il courut à lui. « Ayez soin, s'écria-t-il, que nul n'entre ici. »« Bien, sire, » répliqua le soldat, dont le coup d'œil avait, depuis longtemps, analysé les ravages de cette physionomie. Et il donna l'ordre à la porte.
Puis, revenant vers le roi, « Il y a du nouveau chez votre majesté ?» dit-il. « Combien avez-vous d'hommes ici ?» demanda le roi sans répondre autrement à la question qui lui était faite. « Pourquoi faire, sire ?»« Combien avez-vous d'hommes ?» répéta le roi en frappant du pied. « J'ai les mousquetaires. »« Après ? » ?»« J'ai 20 gardes et 13 Suisses. »« Combien faut-il de gens pour... » « Pour, » dit le mousquetaire avec ses grands yeux calmes, « pour arrêter Monsieur Fouquet. » D'Artagnan fit un pas en arrière. « Arrêter Monsieur Fouquet ?» dit-il avec éclat. « Allez-vous dire aussi que c'est impossible ?» s'écria le roi avec une rage froide et haineuse. « Je ne dis jamais qu'une chose soit impossible, » répliqua d'Artagnan, blessé au vif. « Eh bien, faites !» D'Artagnan tourna sur ses talons sans mesure et se dirigea vers la porte. L'espace à parcourir était court. Il le franchit en 6 pas. Là, s'arrêtant, « Pardon, sire, » dit-il. « Quoi ?» dit le roi. « Pour faire cette arrestation, je voudrais un ordre écrit. »« À quel propos ? Et depuis quand la parole du roi ne vous suffit-elle pas ? Parce qu'une parole de roi, issue d'un sentiment de colère, peut changer quand le sentiment change. »« Pas de phrase, monsieur. Vous avez une autre pensée. »« Oh, j'ai toujours des pensées, moi, et des pensées que les autres n'ont malheureusement pas, » répliqua impertinemment d'Artagnan. Le roi, dans la fougue de son emportement, plia devant cet homme, comme le cheval plie les jarrets sous la main robuste du dompteur. « Votre pensée !» s'écria-t-il. « La voici, sire, » répondit d'Artagnan. « Vous faites arrêter un homme lorsque vous êtes encore chez lui. C'est de la colère. Quand vous ne serez plus en colère, vous vous repentirez. Alors, je veux pouvoir vous montrer votre signature. Si cela ne répare rien, au moins cela nous montrera-t-il que le roi a tort de se mettre en colère. »« A tort de se mettre en colère ?» hurla le roi avec frénésie. « Est-ce que le roi, mon père, est-ce que mon aïeul ne s'y mettait pas, corps du Christ ? Le roi, votre père, le roi, votre aïeul, ne se mettait jamais en colère que chez eux. Le roi est maître partout comme chez lui. C'est une phrase de flatteur et qui doit venir de M. Colbert, mais ce n'est pas une vérité. Le roi est chez lui dans toute maison quand il en a chassé le propriétaire. » Louis se mordit les lèvres. « Comment, dit d'Artagnan, voilà un homme qui se ruine pour vous plaire, et vous voulez le faire arrêter ? Mordiou, sire, si je m'appelais Fouquet et que l'on me fit cela, j'avalerais d'un coup 10 fusées d'artifice, et j'y mettrais le feu pour me faire sauter, moi et tout le reste. C'est égal, vous le voulez, j'y vais. »« Allez, fit le roi, mais avez-vous assez de monde ? Croyez-vous, sire, que je vais emmener un anspessade avec moi ? Arrêter Monsieur Fouquet, mais c'est si facile, qu'un enfant le ferait. Monsieur Fouquet à arrêter, c'est un verre d'absinthe à boire. On fait la grimace, et c'est tout. S'il se défend, lui, allons donc, se défendre quand une rigueur comme celle-là le fait roi et martyr. Tenez, s'il lui reste 1 million, ce dont je doute, je gage qu'il le donnerait pour avoir cette fin-là. Allons, sire, j'y vais. Attendez, dit le roi. Ah, qu'y a-t-il ? Ne rendez pas son arrestation publique. C'est plus difficile, cela. Pourquoi ? Parce que rien n'est plus simple que d'aller, au milieu des 1000 personnes enthousiastes qui l'entourent, dire à Monsieur Fouquet, au nom du roi, « Monsieur, je vous arrête. » Mais aller à lui, le tourner, le retourner, le coller dans quelque coin de l'échiquier, de façon qu'il ne s'en échappe pas, le voler à tous ses convives, et vous le garder prisonnier, sans qu'un de ces « hélas » ait été entendu, voilà une difficulté réelle, véritable, suprême, et je la donne en 100 aux plus habiles. Dites encore, c'est impossible, et vous aurez plus vite fait. Ah, mon Dieu, ne serais-je entouré que de gens qui m'empêchent de faire ce que je veux ? Moi, je ne vous empêche de rien faire. Est-ce dit ? Gardez-moi, Monsieur Fouquet, jusqu'à ce que, demain, j'aie pris une résolution. Ce sera fait, sire. Et revenez à mon lever pour prendre mes nouveaux ordres. Je reviendrai. Maintenant qu'on me laisse seul. Vous n'avez pas même besoin de Monsieur Colbert,
dit le mousquetaire en voyant sa dernière flèche au moment du départ. Le roi tressaillit, tout entier à la vengeance, il avait oublié le corps du délit. « Non, personne, dit-il. Personne ici. Laissez-moi. » D'Artagnan partit. Le roi ferma sa porte lui-même et commença une furieuse course dans sa chambre, comme le taureau blessé qui traîne après lui ses banderilles et les fers des hameçons. Enfin, il se mit à se soulager par des cris. « Ah, le misérable! Non seulement il me vole mes finances, mais, avec cet or, il me corrompt secrétaires, amis, généraux, artistes. Il me prend jusqu'à ma maîtresse. Ah, voilà pourquoi cette perfide l'a si bravement défendu. C'était de la reconnaissance. Qui sait, peut-être même de l'amour. » Il s'abîma un instant dans ses réflexions douloureuses. « Un satyre, pensa-t-il, avec cette haine profonde que la grande jeunesse porte aux hommes mûrs qui songent encore à l'amour. Un faune qui court la galanterie et qui n'a jamais trouvé de rebelle. Un homme à femmelette qui donne des fleurettes d'or et de diamants et qui a des peintres pour faire le portrait de ses maîtresses en costume de déesse. » Le roi frémit de désespoir. « Il me souille tout, continua-t-il. Il me ruine tout, il me tuera. Cet homme est trop pour moi. Il est mon mortel ennemi. Cet homme tombera. Je le hais, je le hais, je le hais. » Et, en disant ces mots, il frappait à coups redoublés sur les bras du fauteuil dans lequel il s'asseyait et duquel il se levait comme un épileptique. « Demain, demain, oh, le beau jour, murmura-t-il, quand le soleil se lèvera, n'ayant que moi pour rival, cet homme tombera si bas qu'en voyant les ruines que ma colère aura faites, on avouera enfin que je suis plus grand que lui. » Le roi, incapable de se maîtriser plus longtemps, renversa d'un coup de poing une table placée près de son lit et, dans la douleur qu'il ressentit, pleurant presque, suffoquant, il alla se précipiter sur ses draps, tout habillé qu'il était, pour les mordre et pour y trouver le repos du corps. Le lit gémit sous ce poids et, à part quelques soupirs échappés de la poitrine haletante du roi, on n'entendit plus rien dans la chambre de Morphée. Chapitre 223. Lèse-majesté. Cette fureur exaltée, qui s'était emparée du roi à la vue et à la lecture de la lettre de Fouquet à la Vallière, se fondit peu à peu en une fatigue douloureuse. La jeunesse, pleine de santé et de vie, ayant besoin de réparer à l'instant même ce qu'elle perd, la jeunesse ne connaît point ces insomnies sans fin qui réalisent pour le malheureux la fable du foie toujours renaissant de Prométhée. Là où l'homme mûr dans sa force, où le vieillard dans son épuisement trouve une continuelle alimentation de la douleur, le jeune homme, surpris par la révélation subite du mal, s'énerve en cris, en lutte directe, et se fait terrasser plus vite par l'inflexible ennemi qu'il combat. Une fois terrassé, il ne souffre plus. Louis fut dompté en un quart d'heure. Puis il cessa de crisper ses poings et de brûler avec ses regards les invincibles objets de sa haine. Il cessa d'accuser par de violentes paroles M. Fouquet et la Vallière. Il tomba de la fureur dans le désespoir et du désespoir dans la prostration. Après qu'il se fut roidi et tordu pendant quelques instants sur le lit, ses bras inertes retombèrent à ses côtés. Sa tête languit sur l'oreiller de dentelle, ses membres épuisés frissonnèrent, agités de légères contractions musculaires. Sa poitrine ne laissa plus filtrer que de rares soupirs. Le dieu Morphée, qui régnait en souverain dans cette chambre à laquelle il avait donné son nom, et vers lequel Louis tournait ses yeux appesantis par la colère et rougis par les larmes, le dieu Morphée versait sur lui les pavots dont ses mains étaient pleines, de sorte que le roi ferma doucement ses yeux et s'endormit. Alors il lui sembla, comme il arrive dans le premier sommeil, si doux et si léger, qui élève le corps au-dessus de la couche, l'âme au-dessus de la terre, il lui sembla que le dieu Morphée, peint sur le plafond, le regardait avec des yeux tout humains, que quelque chose brillait et s'agitait dans le dôme, que les essaims de songes sinistres, un instant déplacés, laissaient à découvert un visage d'homme, la main appuyée sur sa bouche,
et dans l'attitude d'une méditation contemplative. Et, chose étrange, cet homme ressemblait tellement au roi que Louis croyait voir son propre visage réfléchi dans un miroir. Seulement, ce visage était attristé par un sentiment de profonde pitié. Puis il lui sembla, peu à peu, que le dôme fuyait, échappant à sa vue, et que les figures et les attributs peints par le brun s'obscurcissaient dans un éloignement progressif. Un mouvement doux, égal, cadencé, comme celui d'un vaisseau qui plonge sous la vague, avait succédé à l'immobilité du lit. Le roi faisait un rêve, sans doute, et, dans ce rêve, la couronne d'or qui attachait les rideaux s'éloignait comme le dôme auquel elle restait suspendue, de sorte que le génie ailé qui, des deux mains, soutenait cette couronne, semblait appeler vainement le roi qui disparaissait loin d'elle. Le lit s'enfonçait toujours. Louis, les yeux ouverts, se laissait décevoir par cette cruelle hallucination. Enfin, la lumière de la chambre royale allant s'obscurcissant, quelque chose de froid, de sombre, d'inexplicable envahit l'air. Plus de peinture, plus d'or, plus de rideaux de velours, mais des murs d'un gris terne dont l'ombre s'épaississait de plus en plus. Et cependant le lit descendait toujours, et après une minute, qui parut un siècle au roi, il atteignit une couche d'air noir et glacé. Là, il s'arrêta. Le roi ne voyait plus la lumière de sa chambre que comme, du fond d'un puits, on voit la lumière du jour. « Je fais un affreux rêve, pensa-t-il. Il est temps de me réveiller. Allons, réveillons-nous. » Tout le monde a éprouvé ce que nous disons là. Il n'est personne qui, au milieu d'un cauchemar étouffant, ne se soit dit, à l'aide de cette lampe qui veille au fond du cerveau quand toute lumière humaine est éteinte, il n'est personne qui ne se soit dit « ce n'est rien, je rêve ». C'était ce que venait de se dire Louis XIV, mais à ce mot « réveillons-nous », il s'aperçut que non seulement il était éveillé, mais encore qu'il avait les yeux ouverts. Alors il les jeta autour de lui. À sa droite et à sa gauche se tenaient deux hommes armés, enveloppés chacun dans un vaste manteau et le visage couvert d'un masque. L'un de ces hommes tenait à la main une petite lampe dont la lueur rouge éclairait le plus triste tableau qu'un roi pût envisager. Louis se dit que son rêve continuait et que, pour le faire cesser, il suffisait de remuer les bras ou de faire entendre sa voix. Il sauta à bas du lit et se trouva sur un sol humide. Alors, s'adressant à celui des deux hommes qui tenaient la lampe, « Qu'est-ce cela, monsieur ?» dit-il. « Et d'où vient cette plaisanterie ?»« Ce n'est point une plaisanterie, » répondit d'une voix sourde celui des deux hommes masqués qui tenaient la lanterne. « Êtes-vous à monsieur Fouquet ?» demanda le roi, un peu interdit. « Peu importe à qui nous appartenons, » dit le fantôme. « Nous sommes vos maîtres, voilà tout. » Le roi, plus impatient qu'intimidé, se tourna vers le second masque. « Si c'est une comédie, fit-il, vous direz à monsieur Fouquet que je la trouve inconvenante, et j'ordonne qu'elle cesse. » Ce second masque, auquel s'adressait le roi, était un homme de très haute taille et d'une vaste circonférence. Il se tenait droit et immobile comme un bloc de marbre. « Eh bien, ajouta le roi en frappant du pied, vous ne me répondez pas ?»« Nous ne vous répondons pas, mon petit monsieur, fit le géant d'une voix de stentor, parce qu'il n'y a rien à vous répondre, sinon que vous êtes le premier fâcheux et que monsieur Coquelin de Volière vous a oublié dans le nombre des siens. »« Mais, enfin, que me veut-on » s'écria Louis en se croisant les bras avec colère. « Vous le saurez plus tard, » répondit le porte-lampe. « En attendant, où suis-je ? Regardez. » Louis regarda effectivement, mais à la lueur de la lampe que soulevait l'homme masqué, il n'aperçut que des murs humides sur lesquels brillait çà et là le sillage argenté des limaces. « Oh oh, un cachot ?» fit le roi. « Non, un souterrain. »« Qui mène ? » ?»« Veuillez nous suivre. »« Je ne bougerai pas d'ici !» s'écria le roi. « Si vous faites le mutin, mon jeune ami,
répondit le plus robuste des deux hommes. « Je vous enlèverai, je vous roulerai dans un manteau, et si vous y étouffez, ma foi, ce sera tant pis pour vous. » Et en disant ces mots, celui qui les disait tira, de dessous ce manteau dont il menaçait le roi, une main que Milon de Crotone eût bien voulu posséder le jour où il lui vint cette malheureuse idée de fendre son dernier chêne. Le roi eut horreur d'une violence, car il comprenait que ces deux hommes, au pouvoir desquels il se trouvait, ne s'étaient point avancés jusque-là pour reculer, et, par conséquent, pousseraient la chose jusqu'au bout. Il secoua la tête. « Il paraît que je suis tombé aux mains de deux assassins, dit-il. Marchons. » Aucun des deux hommes ne répondit à cette parole. Celui qui tenait la lampe marcha le premier. Le roi le suivit. Le second masque vint ensuite. On traversa ainsi une galerie longue et sinueuse, diaprée d'autant d'escaliers qu'on en trouve dans les mystérieux et sombres palais d'Anne Radcliffe. Tous ces détours, pendant lesquels le roi entendit plusieurs fois des bruits d'eau sur sa tête, aboutirent enfin à un long corridor fermé par une porte de fer. L'homme à la lampe ouvrit cette porte avec des clés qu'il portait à sa ceinture, où, pendant toute la route, le roi les avait entendus résonner. Quand cette porte s'ouvrit et donna passage à l'air, Louis reconnut ces senteurs embaumées qui s'exhalent des arbres après les journées chaudes de l'été. Un instant, il s'arrêta, hésitant, mais le robuste gardien qui le suivait le poussa hors du souterrain. « Encore une fois, » dit le roi en se retournant vers celui qui venait de se livrer à cet acte audacieux de toucher son souverain. « Que voulez-vous faire du roi de France ?»« Tâchez d'oublier ce mot-là, » répondit l'homme à la lampe, d'un ton qui n'admettait pas plus de réplique que les fameux arrêts de Minos. « Vous devriez être roué pour le mot que vous venez de prononcer, » ajouta le géant en éteignant la lumière que lui passait son compagnon. « Mais le roi est trop humain. » Louis, à cette menace, fit un mouvement si brusque que l'on put croire qu'il voulait fuir. Mais la main du géant s'appuya sur son épaule et le fixa à sa place. « Mais enfin, où allons-nous » dit le roi. « Venez, » répondit le premier des deux hommes avec une sorte de respect et en conduisant son prisonnier vers un carrosse qui semblait attendre. Ce carrosse était entièrement caché dans les feuillages. 2 chevaux, ayant des entraves aux jambes, étaient attachés par un licol aux branches basses d'un grand chêne. « Montez » dit le même homme en ouvrant la portière du carrosse et en abaissant le marchepied. Le roi obéit, s'assit au fond de la voiture, dont la portière matelassée et à serrure se ferma à l'instant même sur lui et sur son conducteur. Quant au géant, il coupa les entraves et les liens des chevaux, les attela lui-même et monta sur le siège qui n'était pas occupé. Aussitôt, le carrosse partit au grand trot, gagna la route de Paris et dans la forêt de Sénart, trouva un relais attaché à des arbres comme les premiers chevaux. L'homme du siège changea d'attelage et continua rapidement sa route vers Paris, où il entra vers 3 heures du matin. Le carrosse suivit le faubourg Saint-Antoine, et après avoir crié à la sentinelle « Ordre du roi !», le cocher guida les chevaux dans l'enceinte circulaire de la Bastille, aboutissant à la cour du gouvernement. Là, les chevaux s'arrêtèrent, fumant au degré du perron. Un sergent de garde accourut. « Qu'on éveille, monsieur le gouverneur, » dit le cocher d'une voix de tonnerre. À part cette voix, qu'on eût pu entendre de l'entrée du faubourg Saint-Antoine, tout demeura calme dans le carrosse comme dans le château. 10 minutes après, M. de Baisemeaux parut en robe de chambre sur le seuil de sa porte. « Qu'est-ce encore » demanda-t-il. « Et que m'amenez-vous là ?» L'homme à la lanterne ouvrit la portière du carrosse et dit 2 mots au cocher. Aussitôt, celui-ci descendit de son siège, prit un mousqueton qu'il y tenait sous ses pieds et appuya le canon de l'arme sur la poitrine du prisonnier. « Et faites feu, s'il parle » ajouta tout haut l'homme qui descendait de la voiture. « Bien » répliqua l'autre sans plus d'observation. Cette recommandation faite, le conducteur du roi monta les degrés, au haut desquels l'attendait le gouverneur. « Monsieur d'Herblay » s'écria celui-ci. « Chut » dit Aramis.
Entrons chez vous. Oh, mon Dieu, et quoi donc vous amène à cette heure ? Une erreur, mon cher monsieur de Besmont, répondit tranquillement Aramis. Il paraît que, l'autre jour, vous aviez raison. À quel propos ? Demanda le gouverneur. Mais à propos de cet ordre d'élargissement, cher ami. Expliquez-moi cela, monsieur. Non, monseigneur, dit le gouverneur, suffoqué à la fois et par la surprise et par la terreur. C'est bien simple. Vous vous souvenez, cher monsieur de Besmont, qu'on vous a envoyé un ordre de mise en liberté. Oui, pour Marchiali. Eh bien, n'est-ce pas, nous avons tous cru que c'était pour Marchiali. Sans doute. Cependant, rappelez-vous que moi, je doutais, que moi, je ne voulais pas, que c'est vous qui m'avez contraint. Oh, quel mot employez-vous là, cher Besmont. Engagé, voilà tout. Engagé, oui, engagé à vous le remettre, et que vous l'avez emmené dans votre carrosse. Eh bien, mon cher monsieur de Besmont, c'était une erreur. On l'a reconnu au ministère, de sorte que je vous rapporte un ordre du roi pour mettre en liberté Seldon, ce pauvre diable d'Écossais, vous savez. Seldon, vous êtes sûr cette fois ? Dame, lisez vous-même, ajouta Aramis en lui remettant l'ordre. Mais, dit Besmont, cet ordre, c'est celui qui m'a déjà passé par les mains. Vraiment ? C'est celui que je vous attestais avoir vu l'autre soir. Parbleu, je le reconnais au pâté d'encre. Je ne sais si c'est celui-là, mais toujours est-il que je vous l'apporte. Mais, alors, l'autre ? Qui, l'autre ? Marchiali. Je vous le ramène. Mais cela ne me suffit pas. Il faut, pour le reprendre, un nouvel ordre. Ne dites donc pas de ces choses-là, mon cher Besmont. Vous parlez comme un enfant. Où est l'ordre que vous avez reçu touchant Marchiali ? Besmont courut à son coffre et l'en tira. Aramis le saisit, le déchira froidement en 4 morceaux, approcha les morceaux de la lampe et les brûla. « Mais que faites-vous » s'écria Besmont au comble de l'effroi. « Considérez un peu la situation, mon cher gouverneur, » dit Aramis avec son imperturbable tranquillité, « et vous allez voir comme elle est simple. Vous n'avez plus d'ordre qui justifie la sortie de Marchiali. »« Eh, mon Dieu, non, je suis un homme perdu !»« Mais pas du tout, puisque je vous ramène Marchiali. Du moment que je vous le ramène, c'est comme s'il n'était pas sorti. »« Ah » fit le gouverneur abasourdi. « Sans doute. Vous l'allez renfermer sur l'heure. Je le crois bien. Et vous me donnerez ce Seldon que l'ordre nouveau libère. De cette façon, votre comptabilité est en règle. Comprenez-vous ? Vous comprenez, dit Aramis. Très bien. Besmont joignit les mains. Mais enfin, pourquoi, après m'avoir pris Marchiali, me le ramenez-vous ? S'écria le malheureux gouverneur dans un paroxysme de douleur et d'attendrissement. Pour un ami comme vous, dit Aramis, pour un serviteur comme vous, pas de secret. Et Aramis approcha sa bouche de l'oreille de Besmont. Vous savez, continua Aramis à voix basse, quelle ressemblance il y avait entre ce malheureux et le roi, oui. Eh bien, le premier usage qu'a fait Marchiali de sa liberté a été pour soutenir, devinez quoi ? Comment voulez-vous que je devine ? Pour soutenir qu'il était le roi de France. Oh, le malheureux ! S'écria Besmont. Ça a été pour se revêtir d'habits pareils à ceux du roi et se poser en usurpateur. Bonté du ciel ! Voilà pourquoi je vous le ramène, cher ami. Il est fou, et dit sa folie à tout le monde. Que faire alors ? C'est bien simple, ne le laissez communiquer avec personne. Vous comprenez que, lorsque sa folie est venue aux oreilles du roi, qui avait eu pitié de son malheur et qui se voyait récompensé de sa bonté par une noire ingratitude, le roi a été furieux. De sorte que, maintenant, retenez bien ceci, cher monsieur de Besmont, car ceci vous regarde, de sorte que, maintenant, il y a peine de mort contre ceux qui le laisseraient communiquer avec d'autres que moi, ou le roi lui-même. Vous entendez, Besmont ? Peine de mort. Si j'entends, morbleu. Et maintenant, descendez et reconduisez ce pauvre diable à son cachot, à moins que vous ne préfériez le faire monter ici. À quoi bon ?
Oui, mieux vaut l'écrouer tout de suite, n'est-ce pas? Pardieu! Eh bien, alors, allons. Baisemeaux fit battre le tambour et sonner la cloche qui avertissait chacun de rentrer, afin d'éviter la rencontre d'un prisonnier mystérieux. Puis, lorsque les passages furent libres, il alla prendre au carrosse le prisonnier, que Porthos, fidèle à la consigne, maintenait toujours le mousqueton sur la gorge. « Ah, vous voilà, malheureux !» s'écria Baisemeaux en apercevant le roi. « C'est bon, c'est bon !» Et aussitôt, faisant descendre le roi de voiture, il le conduisit, toujours accompagné de Porthos, qui n'avait pas quitté son masque, et d'Aramis, qui avait remis le sien, dans la deuxième bertaudière, et lui ouvrit la porte de la chambre où, pendant 6 ans, avait gémi Philippe. Le roi entra dans le cachot sans prononcer une parole. Il était pâle et hagard. Baisemeaux referma la porte sur lui, donna lui-même 2 tours de clé à la serrure, et, revenant à Aramis, « C'est, ma foi, vrai, lui dit-il tout bas, qu'il ressemble au roi. Cependant, moins que vous ne le dites. » « De sorte, fit Aramis, que vous ne vous seriez pas laissé prendre à la substitution, vous. »« Ah, par exemple. »« Vous êtes un homme précieux, mon cher Baisemeaux, dit Aramis. Maintenant, mettez en liberté Seldon. »« C'est juste, j'oubliais. Je vais donner l'ordre. » Bah, demain, vous avez le temps. Demain? Non, non, à l'instant même. Dieu me garde d'attendre une seconde. Alors, allez à vos affaires. Moi, je vais aux miennes. Mais c'est compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est compris? Que personne n'entrera chez le prisonnier qu'avec un ordre du roi, ordre que j'apporterai moi-même. C'est dit. Adieu, monseigneur. Aramis revint vers son compagnon. Allons, allons, ami Porthos, à vous, et bien vite. On est léger quand on a fidèlement servi son roi, et, en le servant, sauvé son pays, dit Porthos. Les chevaux n'auront rien à traîner. Partons. Et le carrosse, délivré d'un prisonnier qui, en effet, pouvait paraître bien lourd à Aramis, franchit le pont-levis de la Bastille qui se releva derrière lui. Chapitre 224. Une nuit à la Bastille. La souffrance dans cette vie est en proportion des forces de l'homme. Nous ne prétendons pas dire que Dieu mesure toujours aux forces de la créature l'angoisse qu'il lui fait endurer. Cela ne serait pas exact, puisque Dieu permet la mort, qui est parfois le seul refuge des âmes trop vivement pressées dans le corps. La souffrance est en proportion des forces, c'est-à-dire que le faible souffre plus, à mal égal, que le fort. Maintenant, de quels éléments se compose la force humaine ? N'est-ce pas surtout de l'exercice, de l'habitude, de l'expérience ? Voilà ce que nous ne prendrons même pas la peine de démontrer. C'est un axiome au moral comme au physique. Quand le jeune roi, hébété, rompu, se vit conduire à une chambre de la Bastille, il se figura d'abord que la mort est comme un sommeil, qu'elle a ses rêves, que le lit s'était enfoncé dans le plancher de veau, que la mort s'en était ensuivie, et que, poursuivant son rêve, Louis XIV, défunt, rêvait une de ces horreurs, impossibles à la vie, qu'on appelle le détrônement, l'incarcération et l'insulte d'un roi naguère tout-puissant. Assister, fantôme palpable, à sa passion douloureuse, nager dans un mystère incompréhensible entre la ressemblance et la réalité, tout voir, tout entendre, sans brouiller un de ces détails de l'agonie, n'était-ce pas, se disait le roi, un supplice d'autant plus épouvantable qu'il pouvait être éternel ? Est-ce là ce qu'on appelle l'éternité, l'enfer ? Murmura Louis XIV au moment où la porte se ferma sur lui, poussé par Baisemeaux lui-même. Il ne regarda pas même autour de lui, et, dans cette chambre, adossé à un mur quelconque, il se laissa emporter par la terrible supposition de sa mort, en fermant les yeux pour éviter de voir quelque chose de pire encore. « Comment suis-je mort ?» se dit-il, à moitié insensé. « N'aura-t-on pas fait descendre ce lit par artifice ? Mais non, pas de souvenir d'aucune contusion, d'aucun choc. Ne m'aurait-on pas plutôt empoisonné dans le repas
ou avec des fumées de cire, comme Jeanne d'Albret, ma bisaïeule. Tout à coup, le froid de cette chambre tomba comme un manteau sur les épaules de Louis. « J'ai vu, dit-il, mon père exposé, mort sur son lit, dans son habit royal. Cette figure pâle, si calme et si affaissée, ses mains si adroites devenues insensibles, ses jambes raidies, tout cela n'annonçait pas un sommeil peuplé de songes. Et pourtant, que de songes Dieu ne devait-il pas envoyer à ce mort que tant d'autres avaient précédé, précipité par lui dans la mort éternelle? Non, ce roi était encore le roi. Il trônait encore sur ce lit funèbre, comme sur le fauteuil de velours. Il n'avait rien abdiqué de sa majesté. Dieu, qui ne l'avait point puni, ne peut me punir, moi qui n'ai rien fait. Un bruit étrange attira l'attention du jeune homme. Il regarda et vit sur la cheminée, au-dessus d'un énorme Christ grossièrement peint à fresque, un rat de taille monstrueuse, occupé à grignoter un reste de pain dur, tout en fixant sur le nouvel hôte du logis un regard intelligent et curieux. Le roi eut peur, il sentit le dégoût, il recula vers la porte en poussant un grand cri. Et, comme s'il eût fallu ce cri, échappé de sa poitrine, pour qu'il se reconnût lui-même, Louis se comprit vivant, raisonnable et nanti de sa conscience naturelle. « Prisonnier » s'écria-t-il. « Moi, prisonnier » Il chercha des yeux une sonnette pour appeler. « Il n'y a pas de sonnette à la Bastille, dit-il, et c'est à la Bastille que je suis enfermé. Maintenant, comment ai-je été fait prisonnier ? C'est une conspiration de M. Fouquet, nécessairement. J'ai été attiré à veau dans un piège. M. Fouquet ne peut être seul dans cette affaire. Son agent, cette voix, c'était M. d'Herblay. Je l'ai reconnu. Colbert avait raison. Mais que me veut Fouquet ? Régnera-t-il à ma place ? Impossible. Qui sait ? Pensa le roi devenu sombre. Mon frère, le duc d'Orléans, fait peut-être contre moi ce qu'a voulu faire toute sa vie mon oncle contre mon père. Mais la reine, mais ma mère, mais la Vallière. Oh, la Vallière, elle serait livrée à madame. Cher enfant, oui, c'est cela, on l'aura renfermée comme je le suis moi-même. Nous sommes éternellement séparés. Et, à cette seule idée de séparation, l'amant éclata en soupirs, en sanglots et en cris. « Il y a un gouverneur ici, » reprit le roi avec fureur. « Je lui parlerai. Appelons. » Il appela. Aucune voix ne répondit à la sienne. Il prit la chaise et s'en servit pour frapper dans la massive porte de chêne. Le bois sonna sur le bois et fit parler plusieurs échos lugubres dans les profondeurs de l'escalier. Mais, de créature qui répondit, pas une. C'était pour le roi une nouvelle preuve du peu d'estime qu'on faisait de lui à la Bastille. Alors, après la première colère, ayant remarqué une fenêtre grillée par où passait une lumière dorée qui devait être l'aube lumineuse, Louis se mit à crier, doucement d'abord, puis avec force. Il ne lui fut rien répondu. 20 autres tentatives, faites successivement, n'obtinrent pas plus de succès. Le sang commençait à se révolter et montait à la tête du prince. Cette nature, habituée au commandement, frémissait devant une désobéissance. Peu à peu, la colère grandit. Le prisonnier brisa sa chaise trop lourde pour ses mains et s'en servit comme d'un bélier pour frapper dans la porte. Il frappa si fort et tant de fois que la sueur commença à couler de son front. Le bruit devint immense et continu. Quelques cris étouffés y répondaient çà et là. Ce bruit produisit sur le roi un effet étrange. Il s'arrêta pour l'écouter. C'étaient les voix des prisonniers, autrefois ses victimes, aujourd'hui ses compagnons. Ces voix montaient comme des vapeurs à travers d'épais plafonds, des murs opaques. Elles accusaient encore l'auteur de ce bruit, comme, sans doute, les soupirs et les larmes accusaient tout bas l'auteur de leur captivité. Après avoir ôté la liberté à tant de gens, le roi venait chez eux, leur ôter le sommeil. Cette idée faillit le rendre fou. Elle doubla ses forces, ou plutôt sa volonté, altérée d'obtenir un renseignement ou une conclusion. Le bâton de la chaise
recommença son office. Au bout d'une heure, Louis entendit quelque chose dans le corridor, derrière sa porte, et un violent coup, répondu dans cette porte même, fit cesser les siens. « Oh, ça, êtes-vous fou ?» dit une rude et grossière voix. « Que vous prend-il ce matin ?» « Ce matin ?» pensa le roi, surpris. Puis, poliment, « Monsieur, dit-il, êtes-vous le gouverneur de la Bastille ?»« Mon brave, vous avez la cervelle détraquée, répliqua la voix. Mais ce n'est pas une raison pour faire tant de vacarme. Taisez-vous, mordieu. Est-ce vous, le gouverneur ? Demanda encore le roi. Une porte se referma. Le guichetier venait de partir sans daigner même répondre un mot. Quand le roi eut la certitude de ce départ, sa fureur ne connut plus de bornes. Agile comme un tigre, il bondit de la table sur la fenêtre, dont il secoua les grilles. Il enfonça une vitre, dont les éclats tombèrent avec 1000 cliquetis harmonieux dans les cours. Il appela, en s'enrouant, « Le gouverneur ! Le gouverneur !» Cet accès dura 1 heure, qui fut une période de fièvre chaude. Les cheveux en désordre et collés sur son front, ses habits déchirés, blanchis, son linge en lambeaux, le roi ne s'arrêta qu'à bout de toutes ses forces, et seulement alors il comprit l'épaisseur impitoyable de ces murailles, l'impénétrabilité de ce ciment, invincible à toute autre tentative que celle du temps, ayant pour outil le désespoir. Il appuya son front sur la porte et laissa son cœur se calmer peu à peu. Un battement de plus l'eût fait éclater. « Il viendra, dit-il, un moment où l'on m'apportera la nourriture que l'on donne à tous les prisonniers. Je verrai alors quelqu'un, je parlerai, on me répondra. » Et le roi chercha dans sa mémoire à quelle heure avait lieu le premier repas des prisonniers dans la Bastille. Il ignorait même ce détail. Ce fut un coup de poignard sourd et cruel que ce remords d'avoir vécu 25 ans, roi et heureux, sans penser à tout ce que souffre un malheureux qu'on prive injustement de sa liberté. Le roi en rougit de honte. Il sentait que Dieu, en permettant cette humiliation terrible, ne faisait que rendre à un homme la torture infligée par cet homme à tant d'autres. Rien ne pouvait être plus efficace pour amener à la religion cette âme atterrée par le sentiment des douleurs. Mais Louis n'osa pas même s'agenouiller pour prier Dieu, pour lui demander la fin de cette épreuve. « Dieu fait bien, dit-il. Dieu a raison. Ce serait lâche à moi de demander à Dieu ce que j'ai refusé souvent à mes semblables. » Il en était là de ses réflexions, c'est-à-dire de son agonie, quand le même bruit se fit entendre derrière sa porte, suivi cette fois du grincement des clés et du bruit des verrous jouant dans les gâches. Le roi fit un bond en avant pour se rapprocher de celui qui allait entrer, mais soudain, songeant que c'était un mouvement indigne d'un roi, il s'arrêta, prit une pose noble et calme, ce qui lui était facile, et il attendit, le dos tourné à la fenêtre, pour dissimuler un peu de son agitation au regard du nouvel arrivant. C'était seulement un porte-clés chargé d'un panier plein de vivres. Le roi considérait cet homme avec inquiétude. Il attendit qu'il parlât. « Ah, dit celui-ci, vous avez cassé votre chaise. Je le disais bien, mais il faut que vous soyez devenu enragé. »« Monsieur, fit le roi, prenez garde à tout ce que vous allez dire. Il y va, pour vous, d'un intérêt fort grave. » Le guichetier posa son panier sur la table et, regardant son interlocuteur, « Hein ?» dit-il avec surprise. « Faites-moi monter le gouverneur, » ajouta noblement le roi. « Voyons, mon enfant, dit le guichetier, vous avez toujours été bien sage, mais la folie rend méchant, et nous voulons bien vous prévenir. Vous avez cassé votre chaise et fait du bruit, c'est un délit qui se punit du cachot. Promettez-moi de ne pas recommencer, et je n'en parlerai pas au gouverneur. »« Je veux voir le gouverneur, » répliqua le roi sans sourciller. « Il vous fera mettre dans le cachot, prenez-y garde. Je veux, entendez-vous ? Ah, voilà votre œil qui devient hagard. Bon, je vous retire votre couteau. » Et le guichetier fit ce qu'il disait, ferma la porte et partit, laissant le roi plus étonné, plus malheureux, plus seul que jamais. En vain recommença-t-il le jeu du bâton de chaise,
En vain fit-il voler par la fenêtre les plats et les assiettes. Rien ne lui répondit plus. 2 heures après, ce n'était plus un roi, un gentilhomme, un homme, un cerveau. C'était un fou s'arrachant les ongles aux portes, essayant de dépaver la chambre et poussant des cris si effrayants que la vieille Bastille semblait trembler jusque dans ses racines d'avoir osé se révolter contre son maître. Quant au gouverneur, il ne s'était pas même dérangé. Le porte-clés et les sentinelles avaient fait leur rapport, mais à quoi bon ? Les fous n'étaient-ils pas chose vulgaire dans la forteresse, et les murs n'étaient-ils pas plus forts que les fous ? M. de Baisemeaux, pénétré de tout ce que lui avait dit Aramis, et parfaitement en règle avec son ordre du roi, ne demandait qu'une chose, c'était que le fou Marchiali fût assez fou pour se pendre un peu à son baldaquin ou à l'un de ses barreaux. En effet, ce prisonnier-là ne rapportait guère, et il devenait plus gênant que de raison. Ces complications de Seldon et de Marchiali, ces complications de délivrance et de réincarcération, ces complications de ressemblance, se fussent trouvées avoir un dénouement fort commode. Baisemeaux croyait même avoir remarqué que cela ne déplairait pas trop à M. d'Herblay. « Et puis, réellement, disait Baisemeaux à son major, un prisonnier ordinaire est déjà assez bien malheureux d'être prisonnier. Il souffre bien assez pour qu'on puisse charitablement lui souhaiter la mort, à plus forte raison quand ce prisonnier est devenu fou, et qu'il peut mordre et faire du bruit dans la Bastille. Alors, ma foi, ce n'est plus un vœu charitable à faire que de lui souhaiter la mort. Ce serait une bonne œuvre à accomplir que de le supprimer tout doucement. » Et le bon gouverneur fit là-dessus son 2e déjeuner. Chapitre 225. L'ombre de M. Fouquet. D'Artagnan, tout lourd encore de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le roi, se demandait s'il était bien dans son bon sens, si la scène se passait bien à Vaux, si lui, d'Artagnan, était bien le capitaine des mousquetaires, et M. Fouquet, le propriétaire du château dans lequel Louis XIV venait de recevoir l'hospitalité. Ces réflexions n'étaient pas celles d'un homme ivre. On avait cependant bien banqueté à Vaux. Les vins de M. le surintendant avaient cependant figuré avec honneur à la fête. Mais le Gascon était homme de sang-froid. Il savait, en touchant son épée d'acier, prendre au moral le froid de cet acier pour les grandes occasions. « Allons, dit-il en quittant l'appartement royal, me voilà jeté tout historiquement dans les destinées du roi et dans celles du ministre. Il sera écrit que M. d'Artagnan, cadet de Gascogne, a mis la main sur le collet de M. Nicolas Fouquet, surintendant des finances de France. Mes descendants, si j'en ai, se feront une renommée avec cette arrestation, comme les messieurs de Luynes s'en sont fait une avec les défroques de ce pauvre maréchal d'Ancre. Il s'agit d'exécuter proprement les volontés du roi. Tout homme saura bien dire à M. Fouquet « Votre épée, monsieur ». Mais tout le monde ne saura pas garder M. Fouquet sans faire crier personne. Comment donc opérer pour que M. le surintendant passe de l'extrême faveur à la dernière disgrâce, pour qu'il voie se changer veau en un cachot, pour que, après avoir goûté l'encens d'Assuérus, il touche à la potence d'Aman, c'est-à-dire d'Enguerrand de Marigny ? Ici, le front de d'Artagnan s'assombrit à faire pitié. Le mousquetaire avait des scrupules. Livré ainsi à la mort, car certainement Louis XIV haïssait M. Fouquet, livré, disons-nous, à la mort celui qu'on venait de breveter galant homme, c'était un véritable cas de conscience. « Il me semble, se dit d'Artagnan, que, si je ne suis pas un croquant, je ferai savoir à M. Fouquet l'idée du roi à son égard. Mais si je trahis le secret de mon maître, je suis un perfide et un traître, crime tout à fait prévu par les lois militaires, à telle enseigne que j'ai vu 20 fois, dans les guerres, brancher des malheureux qui avaient fait en petit ce que mon scrupule me conseille de faire en grand. Non, je pense qu'un homme d'esprit doit sortir de ce pas avec beaucoup plus d'adresse. Et maintenant, admettons-nous que j'ai de l'esprit. C'est contestable, en ayant fait depuis 40 ans une telle consommation que, s'il m'en reste pour une pistole, ce sera bien du bonheur. » D'Artagnan se prit la tête dans les mains, s'arracha bon gré mal gré,
quelques poils de moustache, et ajouta : « Pour quelle cause M. Fouquet serait-il disgracié ? Pour 3 causes. La première, parce qu'il n'est pas aimé de M. Colbert. La seconde, parce qu'il a voulu aimer mademoiselle de la Vallière. La troisième, parce que le roi aime M. Colbert et mademoiselle de la Vallière. C'est un homme perdu. Mais lui mettrais-je le pied sur la tête, moi, un homme, quand il succombe sous des intrigues de femmes et de commis ? Fi donc, s'il est dangereux, je l'abattrai. S'il n'est que persécuté, je verrai. J'en suis venu à ce point que ni roi ni homme ne prévaudra sur mon opinion. Athos serait ici qu'il ferait comme moi. Ainsi donc, au lieu d'aller trouver brutalement M. Fouquet, de l'appréhender au corps et de le calfeutrer, je vais tâcher de me conduire en homme de bonne façon. On en parlera, d'accord, mais on en parlera bien. » Et d'Artagnan, rehaussant par un geste particulier son baudrier sur son épaule, s'en alla droit chez M. Fouquet, lequel, après les adieux faits aux dames, se préparait à dormir tranquillement sur ses triomphes de la journée. L'air était encore parfumé ou infecté, comme on voudra, de l'odeur du feu d'artifice. Les bougies jetaient leur mourante clarté, les fleurs tombaient détachées des guirlandes, les grappes de danseurs et de courtisans s'égrenaient dans les salons. Au centre de ses amis, qui le complimentaient et recevaient ses compliments, le surintendant fermait à demi ses yeux fatigués. Il aspirait au repos. Il tombait sur la litière de laurier amassée depuis tant de jours. On eût dit qu'il courbait sa tête sous le poids de dettes nouvelles contractées pour faire honneur à cette fête. M. Fouquet venait de se retirer dans sa chambre, souriant et plus qu'à moitié mort. Il n'écoutait plus, il ne voyait plus, son lit l'attirait, le fascinait. Le dieu Morphée, dominateur du dôme, peint par Lebrun, avait étendu sa puissance aux chambres voisines et lancé ses plus efficaces pavots chez le maître de la maison. M. Fouquet, presque seul, était déjà dans les mains de son valet de chambre lorsque M. d'Artagnan apparut sur le seuil de son appartement. D'Artagnan n'avait jamais pu réussir à se vulgariser à la cour. En vain le voyait-on partout et toujours il faisait son effet toujours et partout. C'est le privilège de certaines natures qui ressemblent en cela aux éclairs ou au tonnerre. Chacun les connaît, mais leur apparition étonne et, quand on les sent, la dernière impression est toujours celle qu'on croit avoir été la plus forte. « Tiens, monsieur d'Artagnan, » dit M. Fouquet, dont la manche droite était déjà séparée du corps. « Pour vous servir, » répliqua le mousquetaire. « Entrez donc, cher monsieur d'Artagnan. »« Merci. » « Venez-vous me faire quelques critiques sur la fête ? Vous êtes un esprit ingénieux. »« Oh non. »« Est-ce qu'on gêne votre service ? » ?»« Pas du tout. »« Vous êtes mal logé, peut-être ? » ?»« À merveille. »« Eh bien, je vous remercie d'être aussi aimable, et c'est moi qui me déclare votre obligé pour tout ce que vous me dites de flatteur. » Ces paroles signifiaient sans conteste : « Mon cher d'Artagnan, allez vous coucher, puisque vous avez un lit, et laissez-moi en faire autant. » D'Artagnan ne parut pas avoir compris. « Vous vous couchez déjà ? » dit-il au surintendant. « Oui. Avez-vous quelque chose à me communiquer ? » ?»« Rien, monsieur, rien. Vous couchez donc ici ? » ?»« Comme vous voyez. »« Monsieur, vous avez donné une bien belle fête au roi. Vous trouvez ? Oh, superbe. Le roi est content ? Enchanté. Vous aurait-il prié de m'en faire part ? Il ne choisirait pas un si peu digne messager, monseigneur. Vous vous faites tort, monsieur d'Artagnan. C'est votre lit, ceci ? Oui. Pourquoi cette question ? N'êtes-vous pas satisfait du vôtre ? Faut-il vous parler avec franchise ? Assurément. Eh bien, non. Fouquet tressaillit. Monsieur d'Artagnan, dit-il, prenez ma chambre. Vous en privez, monseigneur, jamais. Que faire, alors ? Me permettre de la partager avec vous. Monsieur Fouquet regarda fixement le mousquetaire. Ah ah, dit-il, vous sortez de chez le roi ? Mais oui, monseigneur. Et le roi voudrait vous voir coucher dans ma chambre ? Monseigneur. Très bien, monsieur d'Artagnan, très bien. Vous êtes ici le maître. Allez, monsieur.
Je vous assure, monseigneur, que je ne veux point abuser. Monsieur Fouquet, s'adressant à son valet de chambre, « Laissez-nous, dit-il. » Le valet sortit. « Vous avez à me parler, monsieur, dit-il à d'Artagnan. Moi ? Un homme de votre esprit ne vient pas causer avec un homme du mien, à l'heure qu'il est, sans de graves motifs. Ne m'interrogez pas. Au contraire, que voulez-vous de moi ? Rien que votre société ? Allons au jardin, fit le surintendant tout à coup. Dans le parc ? Non, répondit vivement le mousquetaire, non. Pourquoi ? La fraîcheur. Voyons, avouez donc que vous m'arrêtez, dit le surintendant au capitaine. Jamais, fit celui-ci. Vous me veillez, alors ? Par honneur, oui, monseigneur. Par honneur ? C'est autre chose. Ah, l'on m'arrête chez moi ? Ne dites pas cela. Je le crierai, au contraire. Si vous le criez, je serai forcé de vous engager au silence. Bien, de la violence chez moi ? Ah, c'est très bien. Nous ne nous comprenons pas du tout. Tenez, il y a là un échiquier. Jouons, s'il vous plaît, monseigneur. Monsieur d'Artagnan, je suis donc en disgrâce ? Pas du tout, mais défense m'est faite de me soustraire à vos regards. Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites, monseigneur, et si vous voulez que je me retire, annoncez-le-moi. Cher monsieur d'Artagnan, vos façons me rendront fou. Je tombais de sommeil, vous m'avez réveillé. Je ne me le pardonnerai jamais, et si vous voulez me réconcilier avec moi-même, eh bien, dormez là, devant moi, j'en serai ravi. Surveillance ? Je m'en vais alors. Je ne vous comprends plus. Bonsoir, monseigneur. Et d'Artagnan finit de se retirer. Alors M. Fouquet courut après lui. Je ne me coucherai pas, dit-il, sérieusement, et puisque vous refusez de me traiter en homme, et que vous jouez au fin avec moi, je vais vous forcer comme on fait du sanglier. Bah, s'écria d'Artagnan, affectant de sourire. Je commande mes chevaux et je pars pour Paris, dit M. Fouquet, plongeant jusqu'au cœur du capitaine des mousquetaires. Ah, s'il en est ainsi, monseigneur, c'est différent. Vous m'arrêtez ? Non, mais je pars avec vous. En voilà assez, monsieur d'Artagnan, reprit Fouquet d'un ton froid. Ce n'est pas pour rien que vous avez cette réputation d'homme d'esprit et d'homme de ressources. Mais, avec moi, tout cela est superflu. Droit au but, un service. Pourquoi m'arrêtez-vous ? Qu'ai-je fait ? Oh, je ne sais rien de ce que vous avez fait, mais je ne vous arrête pas ce soir. Ce soir ? S'écria Fouquet en pâlissant. Mais demain ? Oh, nous ne sommes pas à demain, monseigneur. Qui peut répondre jamais du lendemain ? Vite, vite, capitaine, laissez-moi parler à monsieur d'Herblay. Hélas, voilà qui devient impossible, monseigneur. J'ai ordre de veiller à ce que vous ne causiez avec personne. Avec monsieur d'Herblay, capitaine, avec votre ami. Monseigneur, est-ce que, par hasard, monsieur d'Herblay, mon ami, ne serait pas le seul avec qui je dusse vous empêcher de communiquer ? Fouquet rougit et prenant l'air de la résignation. Monsieur, dit-il, vous avez raison. Je reçois une leçon que je n'eusse pas dû provoquer. L'homme tombé n'a droit à rien, pas même de la part de ceux dont il a fait la fortune. À plus forte raison de ceux à qui il n'a pas eu le bonheur de rendre jamais service. Monseigneur, c'est vrai, monsieur d'Artagnan, vous vous êtes toujours mis avec moi dans une bonne situation, dans la situation qui convient à l'homme destiné à m'arrêter. Vous ne m'avez jamais rien demandé, vous. Monseigneur, répondit le Gascon, touché de cette douleur éloquente et noble, voulez-vous, je vous prie, m'engager votre parole d'honnête homme que vous ne sortirez pas de cette chambre ? À quoi bon, cher monsieur d'Artagnan, puisque vous m'y gardez ? Craignez-vous que je ne lutte contre la plus vaillante épée du royaume ? Ce n'est pas cela, monseigneur. C'est que je vais vous aller chercher monsieur d'Herblay et, par conséquent, vous laisser seul. Fouquet poussa un cri de joie et de surprise. « Chercher monsieur d'Herblay ? Me laisser seul ?» s'écria-t-il en joignant les mains. « Où loge monsieur d'Herblay ? Dans la chambre bleue ? Oui, mon ami, oui. » « Votre ami. » « Merci du mot, monseigneur.
Vous me donnez aujourd'hui, si vous ne m'avez pas donné autrefois. Ah, vous me sauvez. Il y a bien pour 10 minutes de chemin d'ici à la Chambre bleue pour aller et revenir, reprit d'Artagnan. À peu près. Et pour réveiller Aramis, qui dort bien quand il dort, pour le prévenir, je mets 5 minutes. Total, un quart d'heure d'absence. Maintenant, monseigneur, donnez-moi votre parole que vous ne chercherez en aucune façon à fuir, et qu'en rentrant ici, je vous y retrouverai. Je vous la donne, monsieur, répondit Fouquet en serrant la main du mousquetaire avec une affectueuse reconnaissance. D'Artagnan disparut. Fouquet le regarda s'éloigner, attendit avec une impatience visible que la porte se fût refermée derrière lui, et, la porte refermée, se précipita sur ses clefs, ouvrit quelques tiroirs à secret cachés dans des meubles, chercha vainement quelques papiers, demeurés sans doute à Saint-Mandé, et qu'il parut regretter de ne point y trouver. Puis, saisissant avec empressement des lettres, des contrats, des écritures, il en fit un monceau qu'il brûla hâtivement sur la plaque de marbre de l'âtre, ne prenant pas la peine de tirer de l'intérieur les pots de fleurs qui l'encombraient. Puis, cette opération achevée, comme un homme qui vient d'échapper à un immense danger et que la force abandonne dès que ce danger n'est plus à craindre, il se laissa tomber anéanti dans un fauteuil. D'Artagnan rentra et trouva Fouquet dans la même position. Le digne mousquetaire n'avait pas fait un doute que Fouquet, ayant donné sa parole, ne songerait pas même à y manquer. Mais il avait pensé qu'il utiliserait son absence en se débarrassant de tous les papiers, de toutes les notes, de tous les contrats qui pourraient rendre plus dangereuse la position déjà assez grave dans laquelle il se trouvait. Aussi, levant la tête comme un chien qui prend le vent, il flaira cette odeur de fumée qu'il comptait bien découvrir dans l'atmosphère, et, l'y ayant trouvé, il fit un mouvement de tête en signe de satisfaction. À l'entrée de d'Artagnan, Fouquet avait, de son côté, levé la tête, et aucun des mouvements de d'Artagnan ne lui avait échappé. Puis les regards des deux hommes se rencontrèrent. Tous deux virent qu'ils s'étaient compris sans avoir échangé une parole. « Eh bien, demanda le premier, Fouquet. « Et monsieur d'Herblay ?»« Ma foi, monseigneur, répondit d'Artagnan, il faut que monsieur d'Herblay aime les promenades nocturnes et fasse, au clair de lune, dans le parc de Vaux, des vers avec quelques-uns de vos poètes. Mais il n'était pas chez lui. »« Comment, pas chez lui ?» s'écria Fouquet, à qui échappait sa dernière espérance, car, sans qu'il se rendît compte de quelle façon l'évêque de Vannes pouvait le secourir, il comprenait qu'en réalité, il ne pouvait attendre de secours que de lui. « Ou bien, s'il est chez lui, continua d'Artagnan, il a eu des raisons pour ne pas répondre. »« Mais vous n'avez donc pas appelé de façon qu'il entendît, monsieur ? Vous ne supposez pas, monseigneur, que, déjà en dehors de mes ordres, qui me défendaient de vous quitter un seul instant, vous ne supposez pas que j'ai été assez fou pour réveiller toute la maison et me faire voir dans le corridor de l'évêque de Vannes, afin de bien faire constater par monsieur Colbert que je vous donnais le temps de brûler vos papiers ? Mes papiers ? Sans doute, c'est du moins ce que j'eusse fait à votre place. Quand on m'ouvre une porte, j'en profite. Eh bien, oui, merci, j'en ai profité. Et vous avez bien fait, morbleu. Chacun a ses petits secrets qui ne regardent pas les autres. Mais revenons à Aramis, monseigneur. Eh bien, je vous dis, vous aurez appelé trop bas, et il n'aura pas entendu. Si bas qu'on appelle Aramis, monseigneur. Aramis entend toujours quand il a intérêt à entendre. Je répète donc ma phrase. Aramis n'était pas chez lui, monseigneur, ou Aramis a eu, pour ne pas reconnaître ma voix, des motifs que j'ignore et que vous ignorez peut-être vous-même. Tout votre homme lige qu'est sa grandeur, monseigneur l'évêque de Vannes. Fouquet poussa un soupir, se leva, fit 3 ou 4 pas dans la chambre et finit par aller s'asseoir avec une expression de profond abattement sur son magnifique lit de velours tout garni de splendides dentelles. D'Artagnan regarda Fouquet avec un sentiment de profonde pitié. « J'ai vu arrêter bien des gens dans ma vie, » dit le mousquetaire avec mélancolie. « J'ai vu arrêter monsieur de Cinq-Mars, j'ai vu arrêter monsieur de Chalais, j'étais bien jeune. J'ai vu arrêter monsieur de Condé avec les princes, j'ai vu arrêter monsieur de Retz, j'ai vu arrêter monsieur Broussel,
Tenez, monseigneur, c'est fâcheux à dire, mais celui de tous ces gens-là à qui vous ressemblez le plus en ce moment, c'est le bonhomme Broussel. Peu s'en faut que vous ne mettiez, comme lui, votre serviette dans votre portefeuille, et que vous ne vous essuyez la bouche avec vos papiers. Mordiou, monsieur Fouquet, un homme comme vous n'a pas de ces abattements-là. Si vos amis vous voyaient... Monsieur d'Artagnan, reprit le surintendant avec un sourire plein de tristesse, vous ne comprenez point. C'est justement parce que mes amis ne me voient pas que je suis tel que vous me voyez, vous. Je ne vis pas tout seul, moi, je ne suis rien tout seul. Remarquez bien que j'ai employé mon existence à me faire des amis dont j'espérais me faire des soutiens. Dans la prospérité, toutes ces voix heureuses et heureuses par moi me faisaient un concert de louanges et d'actions de grâce. Dans la moindre des faveurs, ces voix plus humbles accompagnaient harmonieusement les murmures de mon âme. L'isolement, je ne l'ai jamais connu. La pauvreté, fantôme que parfois j'ai entrevu avec ses haillons au bout de ma route. La pauvreté, c'est le spectre avec lequel plusieurs de mes amis se jouent depuis tant d'années, qu'ils poétisent, qu'ils caressent, qu'ils me font aimer. La pauvreté. Mais je l'accepte, je la reconnais, je l'accueille comme une sœur déshéritée. Car la pauvreté, ce n'est pas la solitude, ce n'est pas l'exil, ce n'est pas la prison. Est-ce que je serai jamais pauvre, moi, avec des amis comme Pélisson, comme La Fontaine, comme Molière, avec une maîtresse comme... Oh, mais la solitude. À moi, homme de bruit, à moi, homme de plaisir, à moi qui ne suis que parce que les autres sont. Oh, si vous saviez comme je suis seul en ce moment. Et comme vous me paraissez être, vous qui me séparez de tout ce que j'aimais, l'image de la solitude, du néant et de la mort. Mais je vous ai déjà dit, monsieur Fouquet, répondit d'Artagnan, touché jusqu'au fond de l'âme, je vous ai déjà dit que vous exagériez les choses. Le roi vous aime. Non, dit Fouquet en secouant la tête, non. Monsieur Colbert vous hait. Monsieur Colbert, que m'importe? Il vous ruinera. Oh, quant à cela, je l'en défie, je suis ruiné. À cet étrange aveu du surintendant, d'Artagnan promena un regard expressif autour de lui. Quoiqu'il n'ouvrît pas la bouche, Fouquet le comprit si bien qu'il ajouta « Que faire de ces magnificences quand on n'est plus magnifique ? Savez-vous à quoi nous servent la plupart de nos possessions, à nous autres riches ? C'est à nous dégoûter, par leur splendeur même, de tout ce qui n'égale pas cette splendeur. Vaux, me direz-vous, les merveilles de Vaux, n'est-ce pas ? Eh bien, quoi ? Que faire de cette merveille ? Avec quoi, si je suis ruiné, verserai-je l'eau dans les urnes de mes naïades, le feu dans les entrailles de mes salamandres, l'air dans la poitrine de mes tritons ? Pour être assez riche, monsieur d'Artagnan, il faut être trop riche. D'Artagnan hocha la tête. « Oh, je sais bien ce que vous pensez, » répliqua vivement Fouquet. « Si vous aviez Vaux, vous le vendriez, vous, et vous achèteriez une terre en province. Cette terre aurait des bois, des vergers et des champs. Cette terre nourrirait son maître. De 40 millions, vous feriez bien... » 10 millions, interrompit d'Artagnan. Pas 1 million, mon cher capitaine. Nul en France n'est assez riche pour acheter Vaux 2 millions et l'entretenir comme il est. Nul ne le pourrait, nul ne le saurait. Dame, fit d'Artagnan, en tout cas, 1 million. Eh bien, ce n'est pas la misère. C'est bien près, mon cher monsieur. Comment ? Oh, vous ne comprenez pas. Non, je ne veux pas vendre ma maison de Vaux. Je vous la donne, si vous voulez. Et Fouquet accompagna ces mots d'un inexprimable mouvement d'épaules. Donnez-la au roi, vous ferez un meilleur marché. Le roi n'a pas besoin que je la lui donne, dit Fouquet. Il me la prendra parfaitement bien, si elle lui fait plaisir. Voilà pourquoi j'aime mieux qu'elle périsse. Tenez, monsieur d'Artagnan, si le roi n'était pas sous mon toit, je prendrais cette bougie. J'irais sous le dôme mettre le feu à 2 caisses de fusées et d'artifices que l'on avait réservées, et je réduirais mon palais en cendres. Bah, fit négligemment le mousquetaire, en tout cas, vous ne brûleriez pas les jardins. C'est ce qu'il y a de mieux chez vous. Et puis, reprit sourdement Fouquet,
Qu'ai-je dit là, mon Dieu? Brûler Vaux? Détruire mon palais? Mais Vaux n'est pas à moi. Mais ses richesses, mais ses merveilles, elles appartiennent, comme jouissance, à celui qui les a payées, c'est vrai, mais comme durée, elles sont à ceux-là qui les ont créées. Vaux est à Lebrun, Vaux est à Lenôtre, Vaux est à Pélisson, à Levaux, à La Fontaine, Vaux est à Molière, qui y a fait jouer les fâcheux. Vaux est à la postérité, enfin. Vous voyez bien, monsieur d'Artagnan, que je n'ai plus ma maison à moi. À la bonne heure, dit d'Artagnan, voilà une idée que j'aime, et je reconnais là monsieur Fouquet. Cette idée m'éloigne du bonhomme Broussel, et je n'y reconnais plus les pleurnicheries du vieux frondeur. Si vous êtes ruiné, monseigneur, prenez bien la chose. Vous aussi, mordiou, vous appartenez à la postérité, et vous n'avez pas le droit de vous amoindrir. Tenez, regardez-moi, moi qui ai l'air d'exercer une supériorité sur vous parce que je vous arrête. Le sort qui distribue leur rôle aux comédiens de ce monde m'en a donné un moins beau, moins agréable à jouer que n'était le vôtre. Je suis de ceux, voyez-vous, qui pensent que les rôles des rois ou des puissants valent mieux que les rôles de mendiants ou de laquais. Mieux vaut, même en scène, sur un autre théâtre que le théâtre du monde, mieux vaut porter le bel habit et mâcher le beau langage que de frotter la planche avec une savate ou se faire caresser l'échine avec des bâtons rembourrés d'étoupe. En un mot, vous avez abusé de l'or, vous avez commandé, vous avez joui. Moi, j'ai traîné ma longe, moi, j'ai obéi, moi, j'ai pâti. Eh bien, si peu que je vaille auprès de vous, monseigneur, je vous le déclare, le souvenir de ce que j'ai fait me tient lieu d'un aiguillon qui m'empêche de courber trop tôt ma vieille tête. Je serai jusqu'au bout bon cheval d'escadron, et je tomberai tout roide, tout d'une pièce, tout vivant, après avoir bien choisi ma place. Faites comme moi, monsieur Fouquet. Vous ne vous en trouverez pas plus mal. Cela n'arrive qu'une fois aux hommes comme vous. Le tout est de bien faire quand cela arrive. Il y a un proverbe latin dont j'ai oublié les mots, mais dont je me rappelle le sens, car plus d'une fois je l'ai médité. Il dit « La fin couronne l'œuvre ». Fouquet se leva, vint passer son bras autour du cou de d'Artagnan, qui l'étreignit sur sa poitrine, tandis que, de l'autre main, il lui serrait la main. « Voilà un beau sermon, dit-il après une pause. Sermon de mousquetaire, monseigneur. Vous m'aimez, vous, qui me dites tout cela? Peut-être. Fouquet redevint pensif. Puis, après un instant, « Mais monsieur d'Herblay, demanda-t-il, où peut-il être? Ah, voilà. Je n'ose vous prier de le faire chercher. Vous m'en prieriez que je ne le ferai plus, monsieur Fouquet. C'est imprudent. On le saurait, et Aramis, qui n'est pas en cause dans tout cela, pourrait être compromis et englobé dans votre disgrâce. J'attendrai le jour, dit Fouquet. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Que ferons-nous au jour? Je n'en sais rien, monseigneur. Faites-moi une grâce, monsieur d'Artagnan. Très volontiers. Vous me gardez, je reste. Vous êtes dans la pleine exécution de vos consignes, n'est-ce pas? Mais oui. Eh bien, restez mon ombre, soit. J'aime mieux cette ombre-là qu'une autre. D'Artagnan s'inclina. Mais oubliez que vous êtes monsieur d'Artagnan, capitaine des mousquetaires. Oubliez que je suis monsieur Fouquet, surintendant des finances, et causons de mes affaires. Peste, c'est épineux, cela. Vraiment? Oui, mais pour vous, monsieur Fouquet, je ferai l'impossible. Merci. Que vous a dit le roi? Rien. Ah, voilà comme vous causez. Dame, que pensez-vous de ma situation? Rien. Cependant, à moins de mauvaise volonté, votre situation est difficile. En quoi? En ce que vous êtes chez vous. Si difficile qu'elle soit, je la comprends bien. Pardieu, est-ce que vous vous imaginez qu'avec un autre que vous, j'eusse fait tant de franchise? Comment tant de franchise? Vous avez été franc avec moi, vous qui refusez de me dire la moindre chose. Tant de façons, alors. À la bonne heure. Tenez, monseigneur, écoutez comment je m'y fusse pris avec un autre que vous. J'arrivais à votre porte. Les gens partis.
ou, s'ils n'étaient pas partis, je les attendais à leur sortie, et je les attrapais un à un, comme des lapins au débouté. Je les coffrais sans bruit, je m'étendais sur le tapis de votre corridor, et, une main sur vous, sans que vous vous en doutassiez, je vous gardais pour le déjeuner du maître. De cette façon, pas d'esclandre, pas de défense, pas de bruit, mais aussi pas d'avertissement pour M. Fouquet, pas de réserve, pas de ces concessions délicates qu'entre gens courtois on se fait au moment décisif. Êtes-vous content de ce plan-là ? Il me fait frémir. N'est-ce pas ? C'eût été triste d'apparaître demain sans préparation et de vous demander votre épée. Oh, monsieur, j'en fusse mort de honte et de colère. Votre reconnaissance s'exprime trop éloquemment. Je n'ai point fait assez, croyez-moi. À coup sûr, monsieur, vous ne me ferez jamais avouer cela. Eh bien, maintenant, monseigneur, si vous êtes content de moi, si vous êtes remis de la secousse, que j'ai adoucie autant que j'ai pu, laissons le temps battre des ailes. Vous êtes harassé, vous avez des réflexions à faire, je vous en conjure. Dormez, ou faites semblant de dormir, sur votre lit ou dans votre lit. Moi, je dors sur ce fauteuil. Et quand je dors, mon sommeil est dur au point que le canon ne me réveillerait pas. Fouquet sourit. J'accepte cependant, continua le mousquetaire, le cas où l'on ouvrirait une porte, soit secrète, soit visible, soit de sortie, soit d'entrée. Oh, pour cela, mon oreille est vulnérable au dernier point. Un craquement me fait tressaillir. C'est une affaire d'antipathie naturelle. Allez donc, venez donc, promenez-vous par la chambre, écrivez, effacez, déchirez, brûlez, mais ne touchez pas la clé de la serrure. Mais ne touchez pas au bouton de la porte, car vous me réveilleriez en sursaut et cela m'agacerait horriblement les nerfs. Décidément, monsieur d'Artagnan, dit Fouquet, vous êtes l'homme le plus spirituel et le plus courtois que je connaisse, et vous ne me laisserez qu'un regret, c'est d'avoir fait si tard votre connaissance. D'Artagnan poussa un soupir qui voulait dire « Hélas, peut-être l'avez-vous faite trop tôt ». Puis il s'enfonça dans son fauteuil, tandis que Fouquet, à demi couché sur son lit et appuyé sur le coude, rêvait à son aventure. Et tous deux, laissant les bougies brûler, attendirent ainsi le premier réveil du jour. Et quand Fouquet soupirait trop haut, d'Artagnan ronflait plus fort. Nulle visite, même celle d'Aramis, ne troubla leur quiétude, nul bruit ne se fit entendre dans la vaste maison. Au dehors, les rondes d'honneur et les patrouilles de mousquetaires faisaient crier le sable sous leurs pas. C'était une tranquillité de plus pour les dormeurs. Qu'on y joigne le bruit du vent et des fontaines, qui font leur fonction éternelle, sans s'inquiéter des petits bruits et des petites choses dont se composent la vie et la mort de l'homme.